iritsi garaia bosgarren gaurko jardunaldi honetako bosgarren eta azken atalera. Beraz, pentsatzekoa da, entzun behar ditugun gauza askoia entzunak ditugula eta azkenak izateak dakarren alde ona eta txarra aipatzeko ere bai. Esanak daudela asko eta berriz errepikatzea izan daitekela, baina aldi berean abantaila duzue beste guziena entzun eta gogo eta zerbait egin eta aipatzekoa. Bosgarren atal hau, Hizkuntza Akademien ikuspegia da. Hizkuntza Akademiek, uste dut, hemen zaudeten guzienak, hala izanen dela, hizkuntza ikertzea eta arautzeaz gain, badute beste egiteko bat, eta hori da estatusa, hizkuntzaren estatusaz arduratzea. Estatus horretan legeek zer esan handia dute, eta beraz, hemen nik uste du zuen ikuspegia Frantziako Errepublikako 4 hizkuntzetako akademietako lagunak baizaudete, 4 hizkuntza horietako ikuspegia horiek nola ikusten duten lege hau, lege honek zer ondorio izanen duen azken batean zuen komunitateetan, zuen herrietan ikusteko parada izanen dugula. Bestetik esan behar da, hizkuntza batek bizirik iraun behar balin badu, benetan hiztunak behar dituela. Hiztunak ikusten da 3 bide nagusitik ari garela irabazten edo nahi bada galtzen ari garen horri frenoa jartzen ere askotan, galga jartzen. Transmisio familiakoa edo etxeko transmisioa, bestetik helduen euskalduntzetik edo helduen, kasu honetan helduak beren hizkuntza ikastetik irabazten direla, ikusi da Euskal Herrian bainepin hiztunak, eta bestetik gaur egun hitz egin dugun arlo horretatik, hau da eskolatik edo heldu dela hiztunak irabaztea. Jakinik 4 lurraldetan oso egoera desberdina dela, nik uste dut komeniko litzatekela badakitzuek prestatua duzuela hitzaldiren bat, eta baino hortaz ere zerbait aipatzea, ja lege horretan, hiztunak irabazte horretan zer paper duen, legeak nola jokatzen duen, zer aldeko eta kontrako eragina duen lege honek edo balizko beste lege batek ere. Beraz, banan emanen dizuet hitza, lehenik Sergi Jabaloinez jaunak hartuko doitza, okzitanariaz idazten duen idazlea dugu. Uste dut hori azpimarragarria zaiola berari, eta horrengatik aipatzen dut okzitanariaz idazten duela. Bestetik Okzitanierako kongresu iraunkorreko partaidea da, fundatzailea eta diruzaina ere. Beraz, bakoitzari 10 minutu emanen dizut eta ez gehiago, eta gero galderendako tarte bat utziko dugu. Zuria da hitza. Egunon, Richard. C'est-à-dire, j'avais préparé un texte concernant le rapport parlementaire dans un premier temps. Pour ce qui est de je ferai ça après, très rapidement. Pour ce qui est du problème de la censure du Conseil constitutionnel, il est incontestable qu'elle a, pour l'instant, créé une précarité juridique incontestable et une angoisse auprès des parents d'élèves. Il est de voir la réaction des parents d'élèves de Calandrette, un peu moins dans les sections, parce qu'il y a peu de sections bilingues immersives en Occitanie. Je crois qu'il n'y en a qu'une, et pourtant l'espace est grand et vaste. Et donc effectivement, cette précarité n'a fait qu'accentuer les difficultés de développement du mouvement Calandrette. Bon, je précise que dans une autre vie, j'ai été coprésident national des Calandrettes.
et je connais bien la problématique. Et donc effectivement, je pense qu'au niveau des élus, je parlais plus particulièrement de ce qui est du Béarn, puisque j'y suis, nombre d'élus n'ont pas compris objectivement ce que disait cette censure. Dans la mesure où nombre d'élus, en Béarn, je dis bien, je précise, ont des difficultés à comprendre les enjeux linguistiques. C'est-à-dire, ils ne voient pas l'importance de cette langue. Bon, ça tient à des raisons historiques, des raisons aussi des luttes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, dans les années 50, des luttes contre l'école privée catholique et surtout contre l'irrédentisme maurassien, qui a caractérisé la vie politique béarnaise, au Pays Basque aussi, mais plus en Béarn. Et donc la langue a souvent été associée aux forces conservatrices et réactionnaires. Donc, surtout qu'elle a été représentée par Philippe Rige, qui hélas, encourageait cette vision conservatrice. Donc, incontestablement, cette censure a d'un côté a ajouté à la précarité de l'ensemble des parents d'élèves, mais aussi des élus en charge des communes qui possèdent une école ou section bilingue ou calandrette. De surcroît, cette censure a eu un effet positif. C'est-à-dire, pour la première fois, il y a une unanimité politique. Et ça, c'est extrêmement important, car de tout le panel politique français, bon, section faite du Rassemblement national et du parti de M. Dupont-Aignan, toutes les partis démocratiques se sont unis dans le même réprobation de cette censure. Et je crois que ceci est une première, enfin je veux dire, pour ce qui est de ce que j'ai pu connaître jusqu'alors. Incontestablement, ça c'est déjà l'effet positif. Après, ceci dit, je crois que l'intérêt de cette situation, c'est de permettre une réflexion collective sur l'avenir de cette langue et des langues. Et je crois que c'est vrai que pour fréquenter un certain nombre d'élus de là où j'habite, à Naï, je vois qu'il y a une évolution, qu'ils ont pris conscience que ce n'était pas quelque chose de minoritaire, que ce n'était pas quelque chose de superfétatoire, qu'au fond, cette langue, elle disait un territoire, elle disait une culture, elle disait une littérature de surcroît, pour nous, elle a 1000 ans d'existence, et je crois que ça a été une vraie prise de conscience de l'importance de cette langue, ce qui n'a pas toujours été le cas. Malgré les politiques publiques menées par le département de l'Atlantique, par la région, et la création de l'office public en Occitane, mais incontestablement, ça a été un électrochoc tout à fait positif. Alors pour ce qui est de la situation, alors pour ce qui est des effectifs, oui, il y a une augmentation notable des effectifs, surtout pour les sections bilingues du secteur public, et pour Calandrette aussi, tout particulièrement pour ce qui est de la Calandrette de Pau et d'autres villes de moyenne importance, Oloron, etc. C'est-à-dire que là, il y a je pense que le fait de la métropolisation de la ville de Pau et de l'agglomération a provoqué une augmentation notable des élèves aux Calandrettes liées à la métropole paloise et aussi au collège Calandrette. Voilà, ça c'est incontestable. Après, pour ce qui est des autres, c'est-à-dire Toulouse, Montpellier, Nîmes, etc., oui, là, effectivement, il y a une progression tout à fait notable. Plus de 5 à 6% d'augmentation du nombre d'élèves. Voilà, pour ce qui est de Calandrette, moins, alors curieusement, paradoxalement, moins pour le secteur public. Voilà. Je ne sais pas si la réponse est assez claire. Bai, nahi baduzu prestatua zenuen berri eman, badituzu beste 5 minuto eta gero galderetan ere izanen duzu aukera gehitzeko, baina orain nahi baduzu beste... Oui, je vais essayer d'être court. Donc j'ai été chargé de faire un rapport sur le rapport parlementaire. Et donc, rapport que j'ai donné à un certain nombre auprès des instances nationales. Donc d'abord, tout particulièrement, il y a des questions fondamentales. Moi, ce qui m'a frappé à la deuxième lecture de ce rapport,
c'est la dénomination de langue régionale de France qui ne m'a pas du tout convaincu et qui devrait interpeller le président de la République et son Premier ministre et la représentation nationale. Car le problème, me semble-t-il, veut-on vraiment sauver et développer ce patrimoine linguistique qui est menacé de disparition, comme le dit le rapport du l'UNESCO, et tout particulièrement l'occitan, c'est une des langues les plus menacées en France. Veut-on voir disparaître ce patrimoine qui est, moi aussi, comme disait Mathieu Verger, de la République et donc de la nation? Et si la France veut le sauver et le développer, il est clair qu'une langue ne se maintient que si elle est vivante, que si elle est parlée par des locuteurs actifs. Dans le cas contraire, je serais tenté de dire que la France les maintiendra, comme elle l'a toujours fait jusqu'alors, d'une forme sophistiquée de soins palliatifs. Alors, pour ce qui est des considérations générales sur le rapport parlementaire, la censure du Conseil constitutionnel évoque sans cesse, n'y pose, l'article 2 de la Constitution. J'ose rappeler que l'ajout de cet article fut donné en 1992 lors de la modification constitutionnelle de Maastricht pour rempart contre l'anglais. Langue menaçante et invasive, disait-on. Hélas, l'article 2 n'a jamais cessé d'être utilisé depuis son adoption contre les langues historiques de France. D'ailleurs, il faut le rappeler aussi, à ce propos, qu'en 2008, lors de la nouvelle modification constitutionnelle, ces langues ont été constitutionnalisées par l'article 75.1, patrimoine de la nation. Cette modification est intervenue pour répondre aux excès d'interprétation à sens unique de l'article 2. Hélas, cette patrimonialisation de ces langues par l'article 75 n'a servi à rien. C'était un coup d'épée dans l'eau. Et incontestablement, on peut considérer que ceux qui s'étaient opposés à la modification de l'article 2 en 2008, dont Max Gallo, et je passe les meilleurs, M. Mélenchon, enfin, voilà, tous nos éternels bonapartistes de service, ont réussi leur coup, parce qu'ils ont de facto marginalisé les langues historiques de France. Ils ont de facto. Donc je crois que le rapport des républiques successives, ça parce que l'histoire pèse lourd dans cette histoire, comme disaient M. Berger et Max, depuis 1794, je le regrette, confère les rapports de l'abbé Grégoire et de Bertrand Barrère à la Convention, avec les langues historiques de France, peu d'évolutions ont été constatées. Certes, il y a une forme de bricolage juridique, une forme de soins palliatifs plus ou moins accompagnés de décisions qui sont erratiques, et elles ne débouchent sur rien qui puisse permettre à ces langues d'être sauvées comme doivent être sauvées les langues. Et donc je crois que l'histoire récente pèse lourd dans cette situation. La France a compté des lois sur l'instruction publique de la Troisième République. Le rapport l'exprime clairement, dans le rapport des deux parlementaires, a pratiqué une immersion forcée et obligatoire, ne l'oublions pas, en langue française, pour l'ensemble des enfants de France et Navarre, mais aussi de son empire colonial, dans la perspective de remplacer, voire de les réduire à leur plus simple expression, les langues maternelles de ces enfants. Et donc nous sommes encore dans la haute administration, dans les élites nationales, dans cette perspective néocoloniale. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une langue qui dit l'universel, qui est essentialisée, d'ailleurs c'est les paroles de Mélenchon en Bretagne il y a quelques années, et bien évidemment les autres langues qui ne peuvent pas dire l'universel. Et c'est ça qui nous semble problématique. Et donc, pour conclure cette première note, l'enseignement immersif, puisque c'est de cela que nous parlons aussi aujourd'hui, n'a jamais eu la volonté d'exclure la langue française de la République, mais de permettre aux enfants de devenir in fine réellement bilingues, parce que c'est là l'objectif. Il n'y en a pas d'autre. Ces écoles n'excluent pas le français du cursus scolaire. Elles permettent à l'enfant d'avoir deux langues in fine quand il finit ses études secondaires. Donc pour ma part, c'est l'immersion familiale à la dérobée
si j'ose dire, qui m'a enseigné 2 langues, entre autres l'espagnol et le catalan. Puis lorsque j'étais immergé en occitan de mes parents adoptifs béarnais, aussi qui ne parlaient que français. Alors donc je veux dire que cette situation digloxique n'est plus supportable, et je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être commune à l'ensemble des élus de la République, que si on veut réellement réparer l'erreur volontaire donc de l'éradication linguistique qui n'a cessé depuis 1794, c'est de permettre à la Constitution française d'être modifiée pour que, effectivement, ces langues soient enfin reconnues en tant que telles et qu'elles puissent être conçues comme des langues disant l'universel. Moi qui suis écrivain d'expression occitane, mes ouvrages sont lus, certes, non pas que par des occitanes, mais sont lus par d'autres personnes qui ne font pas partie de la communauté occitane. Donc j'estime que c'est une langue qui peut dire tout ce qu'elle a à dire sur le monde. Esker mila. Orain beste 10 minuto izanen du, eta joanen gara Occitaniatik Bretañara, naiz eta berian daukagun, eta bizan ru jaunari emanen diot hitza. Bera da Office Public a Personerreko ikerketa eta garapen zuzendaria, eta zuk ere 10 minuto dituzu, nahi baduzu lehenik pixkat komentatu iztunen afera nola dagoen transmisioaren, eta gero nahi baduzu sartuzuk zer horrek prestatu duzun testu horretan. Mil esker, trugarigraz da genta vid bea pede da c'hanon var an Office Public ar brazonek da gomz erio e bars a c'holokman poezus la kalentrao var an ton uel hag laouen e vezon bepret o ken laborat gant euskariz. Donc merci pour cette invitation pour ce colloque. Tout d'abord, je souhaitais rappeler que l'Office public de la langue bretonne donc, est l'outil public dont se sont dotés l'État, les collectivités régionales et départementales pour assurer la promotion et le développement de la langue dans le cadre du bilinguisme. Donc, à ce titre, l'établissement public intervient aussi bien sur le corpus que sur le statut de la langue. Et bien évidemment, la loi qui a été votée le 8 avril 2021 a des conséquences importantes dans les domaines d'intervention de l'OPLB. Chacun sachant ici que la loi promulguée le 21 mai a vu un certain nombre de ces dispositions censurées. Donc cette loi, la loi relative à la protection et à la promotion du patrimoine des langues dites régionales et à leur promotion, apporte plusieurs avancées importantes pour la langue bretonne. Donc pour les évoquer, effectivement, je vais faire d'abord un premier point sur l'état de la langue. Donc la loi apporte des perspectives importantes sur la connaissance de la langue qui pourrait être transmise par l'école. En effet, aujourd'hui, selon l'enquête sociolinguistique de 2018, il y a environ 210 000 locuteurs de plus de 15 ans. Et si on ajoute les effectifs scolarisés de moins de 15 ans, on arrive à environ 225 000 locuteurs en Bretagne. Or, la connaissance de la langue est à son plus bas pour les 15-24 ans, puisqu'elle est de 1%. Ce taux remonte pour les catégories plus jeunes, puisque nous avons 3,4% des élèves du premier degré qui sont scolarisés en filière bilingue. Alors, ce taux doit être appréhendé par rapport à l'offre, bien évidemment, puisque l'offre aujourd'hui, elle n'est pas généralisée dans le bilingue, elle concerne 9,6% des établissements du premier degré à l'échelle de toute la Bretagne. Ça veut dire aujourd'hui en fait que lorsque l'offre est proposée, eh bien, elle scolarise 35% des effectifs. Alors l'enjeu, c'est que la Bretagne est un territoire assez vaste et compte 2400 établissements de premier degré. Donc, malgré un rythme d'ouverture des filières bilingues qui s'est accéléré ces dernières années par la création de l'OPLB et puis par la signature de la Convention État-région 2015-2020,
puisque 63 nouveaux sites ont été ouverts dans le premier degré public ces 6 dernières années, donc ce qui est un rythme inédit en Bretagne. En 6 ans, on a fait autant en fait que dans les 16 années qui précédaient, donc on va quasiment 3 fois plus vite, ce qui est là aussi, par l'effort de structuration autour de l'office public, bien un gain, évidemment. Lorsqu'on fait ce constat, on voit tout de même qu'il reste 90% des écoles dans lesquelles il n'y a pas aujourd'hui d'offres. Et donc, ces élèves n'ont pas de connaissance de la langue, faute d'offres. Alors évidemment, il y a, en dehors de l'enseignement bilingue, un enseignement de la langue, notamment dans le second degré, mais cet enseignement, chez nous comme ailleurs, a été très malmené par les réformes de 2015 pour le collège et de 2019 pour le lycée. Pour vous donner quelques chiffres, dans les collèges publics, on est passé d'à peu près 5000 élèves apprenant la langue à presque 3000 entre la réforme de 2015 et la rentrée 2020. Parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2021, mais enfin, on est sur cette tendance. Et pour le lycée, la réforme du lycée a eu des effets extrêmement néfastes, à tel point qu'à la dernière rentrée, il n'y avait que 18 élèves en terminale générale à apprendre le breton en tant que langue vivante. Donc on a vraiment des réformes qui ont malmené cet enseignement extensif. Par ailleurs, donc aujourd'hui on a 94% des lycées qui sont sans offre et 85% des collèges publics qui sont également sans offre. Donc évidemment, l'article 7 de la loi est très positif pour nous, puisqu'il fixe cet objectif de la généralisation de l'offre. Et donc, bien évidemment, il faut continuer à avancer dans l'élargissement de l'offre bilingue. Cela va continuer à prendre du temps, mais on est sur un rythme plus important, et donc nous permettre d'avoir aussi un enseignement plus extensif de la langue. Ce déploiement, évidemment, on ne va pas passer de 6% des lycées à 100% d'une année à l'autre. Ce déploiement, il doit être programmé, phasé, et c'est sûrement la convention État-région qui est en cours de renégociation aujourd'hui qui va permettre cette programmation. Donc ça, c'est le premier élément très important sur la connaissance de la langue. Par ailleurs, la loi a apporté un deuxième élément très positif, c'est celui de la sécurisation juridique pour tout ce qui a trait à la bilinguisation du domaine public, de la signalisation de l'espace public. Car en Bretagne, comme ailleurs, comme ici, en fait, jusque dans les années 80, on avait un environnement qui était monolingue, exclusif, et les lois de décentralisation nous ont permis de bilinguiser cet espace au fur et à mesure, donc avec d'abord des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération, mais également toute la signalétique directionnelle départementale, et puis des plaques de rue dans les grandes villes. Aujourd'hui, c'est le cas donc, sur un phasage également sur Rennes, sur Nantes, sur Quimper, sur Brest, donc les 4 principales villes. Donc on a là un ensemble de décisions positives qui ont été prises, mais ces décisions n'ont été prises que dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales, sans support juridique en réalité. Or, nous avions besoin d'un cadre juridique qui vienne apporter une solidité à ces décisions, sachant qu'également nous avons commencé à bilinguiser les voies directionnelles qui dépendent de l'État. Et donc on voit bien que lorsqu'on parle des voies directionnelles de l'État, on n'est plus sur le principe de libre administration des collectivités territoriales, donc ce principe a lui-même ses limites, et donc nous avions besoin d'une loi, et la loi est venue apporter cette reconnaissance juridique qui va pouvoir nous permettre d'aller plus loin. Donc ça, ce sont les 2 aspects positifs. Par contre, comme vous le savez, certaines dispositions ont été censurées, et 2 d'entre elles ont été particulièrement dommageables pour la Bretagne et ont été mal vécues. La première, c'est, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est celle de l'immersion. La censure des articles concernant l'immersion dans la loi pose de graves problèmes pour les écoles qui pratiquent déjà l'immersion linguistique, en l'occurrence les écoles d'Iwan, mais elle empêche également les écoles publiques et catholiques de s'engager dans cette voie. Or, ces écoles représentent 242 des maternelles
qui ont une filière bilingue en Bretagne, 242 sur les 290. Donc l'essentiel des effectifs aujourd'hui n'est pas scolarisé en immersif. Or, les évaluations qui ont été faites par le rectorat de 2017 à 2020 ont montré en toute logique que les compétences linguistiques des élèves qui sont dans l'immersif sont bien plus importantes que celles des élèves qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, se priver de l'immersion, c'est s'empêcher de former plus aisément des locuteurs complets. Et donc, c'est un enjeu considérable en Bretagne. Donc, on en a parlé également, un texte réglementaire est en cours de rédaction au ministère, et les offices publics étaient conviés cette semaine à travailler en échange avec le ministère sur ces questions. Il faut espérer donc que les établissements qui proposent déjà l'immersion aujourd'hui soient sécurisés dans leur pratique, et que surtout cette immersion soit développée dans un nombre plus nombreux, un nombre plus important d'écoles. Donc là aussi, la circulaire va nous permettre d'y voir plus clair, et je pense également que la convention État-région en Bretagne nous dira également quelles seront les modalités, puisque une chose est d'avoir une loi, une chose est d'avoir une circulaire, et ensuite il faut savoir aussi comment on s'y prend pour développer concrètement cet apprentissage, et donc la convention 2021-2026 nous permettra d'avancer sur ce point. Enfin, on en a parlé en début d'après-midi également, l'article 9 de la loi prévoyait de résoudre un point très problématique en Bretagne et qui a suscité l'émoi des Bretons et des Bretonnes bien plus loin, bien plus largement que dans les cercles des personnes qui sont attachées à la langue. C'est évidemment l'autorisation des signes diacritiques des langues dites régionales dans les actes d'état civil. On en a parlé également, les parents en Bretagne d'un enfant qui s'appelle Fanche se sont vus opposer en 2017 une circulaire qui avait été prise en 2014 et par l'état civil de Quimper, et ses parents se sont trouvés dans une situation dans laquelle ils ne pouvaient pas déclarer la bonne orthographe de ce nom. Donc on a d'abord eu un premier jugement par cette famille qui s'est mobilisée et a été fortement soutenue en Bretagne. Un premier jugement du TGI de Quimper qui était défavorable à la famille. Ensuite on a eu un jugement en cour d'appel à Rennes qui a donné validité à ce signe diacritique. Donc c'était un aspect tout à fait important. Bon, malheureusement on a eu ce qu'on pourrait presque qualifié d'acharnement du procureur général, qui s'est lui-même pourvu ensuite en cassation, mais il a perdu, donc en 2019. Et donc là aussi, la loi venait finalement sécuriser une situation qui avait été conflictuelle, puisque la langue bretonne ne bénéficie pas d'un statut législatif protecteur. Donc on allait vers un apaisement, et puis la censure du Conseil constitutionnel a tout remis en cause, a remis un peu ce dossier sur les braises, car désormais cet enfant, il est scolarisé, et son prénom est anticonstitutionnel. Donc effectivement, par cette censure, c'est le statut même de la langue en fait, qui est fortement mis à mal. Esker mila, eta orain Bretania eta orain Kataluniara joko dugu beste muturrera. Joan Betabi dugu gurekin, Perpiñako Unibertsitateko irakaslea eta Instituto de Estudios Catalaneseko kidea. Beraz zurea da hitza eta gauza bera nahi baduzu pixkat aipatu aurretik hiztunen kontuan nola dagoen eta zer eragin izan duen lege honek. Bona tarda a tothom, bona tarda a tots vosaltres. Permettez-moi d'abord de remercier les gens qui m'ont invité ici. Je sais qu'ils viennent de partir, mais Andrés Urrutia était la personne qui m'a contacté en tant que membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis ici. Mon intervention est celle d'un membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Je vous expliquerai dans une seconde de quoi il en retourne. En tant que, je vais dire, que catalan, en tant qu'universitaire, en tant qu'historien, je serai peut-être moins technicien que ce que vous avez entendu aujourd'hui. En tant que personne aussi originaire du nord de la Catalogne du Nord, que vous connaissez certainement vous, parce qu'elle est souvent très invisible sur la carte de France des Pyrénées-Orientales. On parle toujours des Corses, des Bretons, des Basques. Els catalans no existeixen massa a França.
mais aussi quand même en tant que citoyen de la République française. Et de ce fait, ma venue ici est liée au fait que l'Institut des Estudis Catalans, qui est fondé sur le modèle de l'Institut de France, qui comporte 5 sections, nous représentons une académie de la langue dans ce qu'est la section philologique, qui a été créée en 1907, et quelque part, les quelques Catalans du Nord qui sont présents à la section représentent un peu la voie de ce qui est le nord de la frontière. Pour répondre à la question comment cette académie de la langue catalane a répondu à ce qui s'est passé au printemps dernier, je vais dire très brièvement que la réponse a été très brève. Ça veut dire qu'on s'est félicité de ce qui se passait, je l'expliquais tout à l'heure à table, s'est félicité du vote de l'adoption de la loi Molac lors de la session du mois d'avril. Nous avons même envoyé une lettre à notre cher Premier ministre, dont tous les Catalans du Nord sont fiers parce qu'il est maire de Prades en Conflans, même s'il est natif de Gascogne, mais qui est totalement catalanophone et qui a eu fait, j'espère qu'il en fera d'autres, des discours en langue en catalan. Et bien entendu, l'IEC, l'Institut des Estudis Catalans, a regretté, bien entendu, au mois de juin, la décision du Conseil constitutionnel qui a rendu célèbre la loi Molac, parce que finalement cette loi elle est célèbre dans son côté négatif. Ça me fait beaucoup de peine maintenant que depuis quelque temps je connais Paul Molac et que depuis quelques heures je le connais personnellement. Donc finalement ça nous ferait à tous beaucoup de peine que Paul Molac reste dans l'histoire pour les deux problèmes que le Conseil constitutionnel ont mis sur la table et qui nous rejoignent un peu aujourd'hui ici. Alors, je voudrais malgré tout revenir sur le rôle de la Catalogne du Nord dans l'Institut des Estudis Catalans. Pensez que il y a selon les enquêtes, selon les gens, selon les idéologies, entre 8 et 10 millions de catalanophones sur une population de l'ère catalanophone qui partirait de Perpignan, en gros, et qui arriverait jusqu'à Alicante, qui irait des franges de l'Aragon jusqu'aux îles Baléares. 12, 13, 14 millions d'habitants, prenez les dates, prenez les recensements, vous tomberez en gros ça. Nos petits 475 000 habitants représentent bien peu de choses au vu de la situation sociolinguistique du pays, au vu de la situation démographique et de l'immense migration que la Méditerranée attire comme un aimant. Vous pouvez imaginer un peu quelle est la situation de la langue catalane en Catalogne du Nord, sachant que je pourrais décrire la même, et je n'y reviendrai pas, que celle qui a été dite dans la table ronde d'avant, sur nos grands-parents parlaient catalan, mes parents ils n'ont pas parlé catalan à mes parents, c'est moi et mes enfants qui réintroduisons de manière certainement artificielle, mais nous essayons de la faire la plus naturelle possible, la langue catalane. De ce fait, le poids que peut avoir pour l'institution est certes intéressante, la loi Molac, est certes intéressante, mais elle reste quand même marginale. Vous savez que les gens qui viennent d'Alicante ou qui viennent de Minorque ou qui viennent de Perpignan, quand on se retrouve à Barcelone, on s'appelle els perifèrics, les périphériques. Ça nous rejoint parce que vous savez, les Barcelonais fonctionnent comme des Parisiens, à leur niveau, mais ils fonctionnent quand même comme ça. Nous sommes le produit en plus d'une même interruption linguistique pendant l'entre-deux-guerres, d'une substitution linguistique, même si c'est un des rares points positifs, on va dire, de la retirade républicaine de 1939. On a eu un afflux de catalanophones qui sont rentrés au nord de la frontière et qui ont un peu réactivé une langue catalane qui était en déclin parmi les Roussillonnais, les Vallespiriens, les Conflantins ou les Cerdans. Alors, cette question démographique est au centre de notre problème, de nos problèmes et de nos problématiques. Il convient de faire la différence, que l'on essaie de résoudre comme on peut. Il est vrai qu'il y a eu une grande aspiration, et là je ne parle plus en tant qu'académicien, je parlerai en tant que membre de la société civile, mais aussi en tant que membre professionnel de cette société qui s'est intéressé à ce qui se passait lors du printemps dernier. Et c'est vrai que comme vous, et on ne va pas faire les redites,
on a accueilli ça avec beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt. Les juristes, les médecins de la langue se sont vite dit « il faut mettre beaucoup de bémol à ce qui va se passer » et malheureusement, on connaît bien cette République française depuis 150 ans, ou 200 ans, quand on est historien. C'est vrai qu'elle agit toujours selon un positionnement idéologique fort, tranché, délétère, qui fait que on ne peut pas trop se fier, malgré cet espoir qu'il y avait à ce moment-là. Ceci étant, je peux quand même aussi vous rajouter que nous avons aussi, en plus, en Catalogne du Nord, le désavantage, mais je parle aussi à un public majoritairement basque aussi, le désavantage d'être un petit département dans une nouvelle grande Occitanie, création d'un grand catalan devant l'éternel, le seigneur Manuel Valls, alias Manuel Valls, qui nous a quand même bien... je sais pas, je vous laisserai mettre l'adjectif que vous voulez derrière, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé, et ça n'a pas aidé non plus pour la création finalement extrêmement récente de nos PLC, chez nous il est au PLC, qui est encore dans le berceau. On ne peut même pas encore juger de l'effectivité, tant il a été difficile de voir comment on pouvait tous se mettre autour d'une table, des gens qui représentent l'autorité publique supérieure aux gens qui sont les militants de base, qu'ils soient extrêmement virulents ou qu'ils soient extrêmement comment je vais dire actifs, sans opposition, parce qu'il y a aussi de l'opposition, je dis souvent nécessaire et suffisante. On a toujours besoin d'un roquet pour attaquer la République. Il faut quelqu'un qui morde un peu la cheville pour faire mal. Mais c'est vrai que on attend, nous, quelque part, notre grande présidente Carola Delga, dans son immense magnificence, nous a quand même donné je suis amer en disant ça, franchement je suis amer, je vais m'arrêter là, mais je veux dire je suis amer. On nous a donné un petit OPLEC pour le moment, ça se compte aussi, je sais pas qui parlait de sous tout à l'heure, peut-être c'était Mathieu Berger, il y a quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, même si je sais parfaitement que tout ne se règle pas avec de l'argent, mais ça a quand même son importance. Alors, concernant la loi Molac, il est vrai que je me suis intéressé aussi, ça n'a pas peut-être très trop évoqué aujourd'hui, à ce que l'historien appelle la prosopographie des membres du Conseil constitutionnel, des gens qui ont été les députés qui ont posé un recours, des gens même qui avaient voté contre la loi, qui sont ces dizaines de députés. Quand on fait une carte de géographie, qui vient d'où? Eh ouais, manque de peau, on est de nouveau des périphériques, on est de nouveau des marginaux. Mais bon, la France s'est construite comme ça, on fait avec, et je n'ai aucune envie de faire tomber la France, rassurez-vous. On pourrait même faire la généalogie de notre cher ministre, monsieur Blanquet, puisque quand même il a un nom catalan, Blanquet, ses arrière-grands-parents étaient quand même d'Alicante. Bon, ils ont traversé 2 fois la Méditerranée, ça crée des conséquences différentes, mais il est vrai que, quand on regarde un peu ça de près, on comprend pourquoi encore on a ce problème fondamentalement qui a été évoqué tant de fois aujourd'hui, en référence à l'État, à notre super technostructure qui sont les hauts fonctionnaires, les grands fonctionnaires. Finalement, c'est un métier qui m'aurait plu, j'aurais eu un pouvoir extraordinaire, et puis je serais redevenu catalaniste et on aurait fait plein de lois Molac. Mais c'est vrai que on se retrouve dans cette situation chaque fois, ou en plus, et là je vais faire un peu d'autoflagellation, ne pleurez pas sur mon cas, moi je pleure pas, mais en plus, les Catalans dans cette histoire-là, on est très invisibles, encore une fois. Vous savez, souvent, la France s'arrête aux Corbières, même quand la tramontane souffle, et souffre aussi, et nous on souffre. Et la Catalogne presque s'arrête au Pertus, et nous on vit là un peu, sans savoir, vous savez très bien, on ne sait jamais nous classer, si on est dans le sud-ouest, dans le sud-est, on est l'ultra-midi, on est l'ultra-sud, bon, c'est quelque chose qui est assez bizarre. Alors, sachant que si je vous rajoute que il n'y a que peu de temps qu'il commence à y avoir un début, un embryon de front commun pour la langue, et pas pour une fois contre certaines choses. Je veux être un peu optimiste. C'est toujours dans la représentation et dans l'assomption de la contre-identité finalement qu'on se retrouve. Donc c'est peut-être grâce à des moments comme ça que les Catalans, et peut-être les Basques, certains l'ont glissé quand même dans certains dialogues, on pourrait se retrouver pour faire bloc.
Et puis en tant que bloc, on pourrait aussi fonctionner avec des Bretons, avec des Alsaciens, avec des Corses, même si les Français qui savent tant, et je fais exprès de dire les Français, qui savent tant diviser pour régner, ils ont appliqué ça à travers l'histoire de manière extraordinaire, savent que les Bretons ne sont pas des Corses et que les Basques ne sont pas des Catalans et que les Occitans en plus dans leur diversité dialectale sont très différents quand on est à Forcalquier, Auch ou Clermont-Ferrand. C'est vrai que cette idée du faire bloc est extrêmement intéressante dans cette chose-là. On sait aussi que le temps a avancé, on sait que des choses ont été gagnées, on sait aussi que des retours en arrière sont difficiles. On sait fondamentalement, quand on est un historien, que rien n'est définitif, que tout change constamment, Imaginez tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes né. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a changé. On sait même qu'on est au XXIe siècle. On sait que le XXe siècle s'est arrêté et qu'on a changé d'époque. Donc après tout, nos langues de France, il est temps qu'elles changent d'époque. Et il est temps surtout que la France... elle s'y intéresse si elle ne veut pas rester sur le bord sur ce qu'elle croit être depuis longtemps. Et j'espère que les générations futures auront bien ça en tête, mais il faut quand même qu'on leur fasse passer le message de manière très forte. Et je pense que je serai encore plus optimiste dans quelques temps. Je vous remercie. Eskerrik asko Joan, eta orain Euskal Herrira gatoz. Jake Sarrailetu gurekin, ongi ezagutzen duzuen Xiberotarra, euskaltzain urgazlea eta hezkuntzako ikuskaria bigarren maila. Zurea da hitza, nahi duzunean 10 minutu. Eskerrik hanitz eta Siberuan egiten dugu bezala isiatuko dit, jabur eta hun egitea. Horiek erranik, nik nire hitzartzea bi moldetara prestatua du, eta alde batetik alderdi baikorra nahi nuke aipatu, eta beste alderdi batetik alde edo ez hain baikorra. Pentsatzen baitut Euskara erraten dutanean erran nahi du lugaldetako hizkuntza gebizten. Euskararen erakaskuntzan piskat begiratzen bari badugu gibel aldera ikusten dugu azken eta nik ikusten ahal dut ere adinean aintzinatzen ari bainaiz beste guziak bezala ikusten baitugu azken 40 urte hauetan gauzak hainitz aldatu direla eta ez beti txarrean gauza batzuk gertatu dira onera buruz eta alde edo gauza baikorretan lehenik aipatu nahi nuke prezeski molak legea goizuntan eta egun osoan hainitz aipatua izan baita. Pentsatzen baitut naiz eta gertatu dena goizuntan uste dut Antion Kuretxarrik erranduen bezala izan da memento azkar bat zenta baitzuen 70 urte, etzela legerik onartua izan Frantses Errepublikan, orduan 4. Errepublika zen, eta 5. Errepublikan, beraz 5. Errepublika goitatu edo itxaron behar izan da, beste zerbait, beste lege baten izateko, naiz eta gertatu dena. Pentsatzen dut importantea dela, memento importantea dela, eta bereziki lege biltzarrean gehiengo handi batek bozkatu baitu. Ez da izan, pixka bat, merke aldian bezala, bozkatua izan den, goizuntan molak berak erranduen bezala, gehiengo handiz, bozkatua izan den lege bat. Hori nahi nuen azpimarratu lehenik. Orduan, alderdi baikorretan, nik dakizuen bezala erakaskuntzan ari naiz eta aspaldidanik eta ikusten dut naiz eta prozesua biziki luzea eta mantsoa den ikusten dut gauza batzuk egiten direla eta beraz 1950 bozkatua izan zen Dexon lege horren ondotik gauzak lege horrek baimentzen zuen Euskara eta bera bezalako hizkuntzen
erakaskuntza ekstensiboa egitea legezkoa zela, nolaz baita. Eta gero gauzak emeki plantan jarri dira, eta azpimarratuko ditut batzuk, ene ustez esanguratsuak baitira. Eta orduan denek dakigun bezala eren ikastolak 60 markadan sortu ziren, markatu nahiz ongi horreit 67an edo 68an zen, baina hor nun bait. 7an? Behatzean, bon. Eta ondotik sistema publikoan ere, gauzak emeki, baina beti emeki, plantan jartzen hasi dira, eta lehen data importante bat izan da, 1982, hor segur naiz aldiz, data hona dela, eta lehen aldiz sortu baitzen eskola publiko elebidun bat, Sarako egian. Ni jadanik orduan irakaskuntzan ari nintzen, eta Euskararen irakaskuntzan, baina ibilkari gizan, eta orduan, biztanda gazteek ez dute errez ulertzen hori, baina egiazko irautza bat izan zen, eskola elebidun bat, sistema publikoan, eta pentsatzen dut, urratz oso importantea izan zela. Eta ondotik, beste gauza batzuk, Eskonde Nazionalean agertu direnak, 1983an Euskara kapesa, beraz, bigarren mailako egiazko Euskara erakasleak hartzeko, 1984an Baijuren orduan eskunde ministroa baitzen, Baiju zirkulara deitzen dugun hori, parekotasun, elebitasuna, hezkuntzaren lehen arauak finkatzen zituena, gero 2003an, eta hori oso importantea da, lehen mailako Euskara eta lurraldetako hizkuntza erakasle formatuak hartzeko konkurtsoa, martxan ezarria izan zen, oso importantea da, eta 2019an Euskara agregazioat, eta 2020an molak legea. Horrek guziak erakusten du, alde batetik gauzak aintzinatzen direla. Emeki, Eskunde Nazionalak eraikitzen du Euskararen erakaskuntza posible egiteko egitura bat. Eta denbora berean, Eskunde Nazionalak ez du elebitasuna ezagutzen, eta besteak beste, azpimarratu nahi dut, inkoherentziak badira, eta adibidez, badakizue ikasleak ondatzen direnean, delako bazeler deitzen den sistema bat martxan ibiltzen da, eta ez da laukitxorik markatzeko ikasle hori elebiduna dela. Bereziki, eta denak dira edo LV2 edo LV3. Elebitasuna ez dute zautzen. Alde batetik egiten dute dena gauzak martxan sartzeko, eta beste alde batetik ez dute zautzen. Barkatu gauzak errepikatzen bali maditut, eta ez dute egun guzia hemen pasatu alizan, orduan aintzinetik barkatzeko galdetzen dizuet. Bestalde, beste gauza bat eta pertsonalki unkitua bainaiz aipatu nahi dut, lehen mailan Euskara ikuskariak badira, ikuskari bat bada, baina bigarren mailan, ez da Euskara ikuskaririk, bada pertsona bat, ikuskari lana egiten duena, baina ikuskaritza orokorrak beti ukatzen du, edo pentsatzen dut, behar bada goragotik ere heldu dira, baina ukatua da oso simbolikoa litzatekeen postu horren sortzea. Harako impresio gazi gozoa, erranen nuke, alde batetik gauza batzuk egiten dira aintzinera joateko, eta beste gauza batzuk behar diren neurri guziak ez dira hartzen, eta bada halako inkoherentzia bat. Eta bigarren pundua aipatu nahi dutan afitifite, nik ikusten dut distorzio handia badela errealitatea eta diskurtso ofizialaren artean. Denek ikusten dugu Pariseko, hainitzetan aipatuak izan dira, baina Pariseko eliteak ez dute herria ezagutzen. Ez dute herria ezagutzen, beren urrezko dorre horretan bizi dira, beren printzipioekin eta beren
beren ideiekin, eta gero ez dute herria ezagutzen, eta erraten denean murgiltze sistema zabaltzen balimada frantses hizkuntza landierrean izanen dela, baina nun bizi dela jende horiek landierrean direnak, edo landierrean dena, ez da frantsesa, landierrean direnak dira euskara, kortxikera, katalanera, gure hizkuntzak hauek dira landierrean direnak. Eta argumentu horiek irakurtzen ditudanean, ez dakit, etxitua bezala senditzen naiz, dakigunean frantses sistema publikoan 12 milioi ikasle bat direla, eta 15.000 murgiltze sistema batean ikasten dutenak. Egan nahi du, 0,12. Nun da landiera. Frantses hizkuntzaren zat eta Frantziako Republikaren zat. Halako eskizofrenia bat, edo eskizofrenia instituzionala, erranen dute, lugaretako hizkuntzei buruz. Eta molak legeari esker, edo molak legearen kontrako maniobrei esker, hitz bat ikasi dut, eta hauek dira keinu diakritikoak, nik enakien zer ziren keinu diakritikoak, enakien ere bazirela keinu diakritikorik, hitz bat ikusi dut horri esker, eta horrek erakusten du, nun bizi dira jende horiek, zer eran nahi du tilde baten gati, tilde bat ezartzea, nik badut txeme bat, joan edaitzen dena. Izena ez dut tildearekin nik idatzi dut INE, ez dut alako. Euskal Herriko Beñat, Joanie eta Iñaki eta hori eguziak nola idazten dute beren izena. Ezin dute idatzi inkonstituzionala da. Ezinezkoa da Euskal Herrian Iñaki deitzia edo Beñat deitzia. Beste puntu bat ere beti molak legeari lotua dena, fiti egiten dut, erakusten duena Parisen ez dituztela lurraldetako egoerak ezagutzen. Errana da, Kergolet eta Euzet diputatuen txostenean eraiki behar direla azterketa batzuk frogatzeko ikasleek, murgiltze sisteman ikasten duten ikasleek, frantsesa menperatzen dutela. Baietz menperatzen dutela, beti danik badakigu menperatzen dutela, eta elebidun sistema espalitz, badu 40 urte baino gehiago elebidun sistema existitzen duela. 40 urte, bai. Eta espalitz eraginkorra izan, eta espalitz emankorra izan, eta frantsesaren kontrakoa izan balitz, aspaldi danik desagertuko zen. Burrasoek eta familiek konfiantza egiten dute sistemari, ikusten baitute sistema eraginkorra dela, sistema ona dela, eta hortik ateratzen diren ikasleek eskuetan dituztela tresna guziak biziari aurre eta buru egiteko. Biztanda, eta orai erraten digute, ebaluatu behar litzateke, ze frantsesa, zein neurritan menperatzen dute. Hortan utziko dut, eta gero ez dakit denborariko badugun galdera batzuk. Esker mila, orain baten batek galderaren balin badu hartuko dugu tarte txiki bat, ja denboraz garaiz kanpo hasi gara eta horrela xerapitza, baina minuto batzuk eskeniko ditugu. Han Charlesek uste dut eskatu du laitza, mikrofonoa hurbiltzen badiozun mesedez. Leon, jatesek aipatu duela, beraz, 15.000 ikasle eta frantzian 12 milioi, 0,1 baino gutxi ondoten du, 0,01 ustez. Nahi gaitu, 15.000 ikasle horietan, markailu galdia adierazten duela estatuak, ipirinean baten egizteko, edo kargoela batean xarranazteko. Baina, uste dut interesgarri izan dela, franciscain zerren diot, je ne suis pas prêt à rentrer au Parti des Républicains, mais Max Brisson a montré une grande cohérence
aujourd'hui et la semaine dernière sur Haïti et le désarmement. Les problèmes sont éloignés. Et comme l'a montré Pétavi, ces problèmes et la spéculation immobilière et la prostitution et d'autres sont liés au sein de la banque. Et samedi dernier, Brian Puring, le Sud-Africain qui s'occupe du processus, nous a passé en salon en disant on ne peut pas avancer, même dans la difficulté où on est stoppé, sans faire des projets. Orani baditut galdera bat proiektuari buruz, uste dut proiektua egin behar dela. Alde batetik, egun oso interesgarria izan da bildua izan dena, alde batetik lan egiten dugu hizkuntza guztietako arduradunekin. Hor, ene galdera formala da, uste dut estrategiaren aldetik seitu behar dugula beste hizkuntza elektilako jendeekin oai hartu bezala. Baina, uste dut eskolak eta eskaldunek badugula ardura berezi bat, zera 15.000 ikasle horietan, 5.000 eskalduna dira eta arabera euskarak du presentziarik handiera. Uste dut seitu behar dela besteekin. Ene galdera da, ez ote dugun, eta laguntzar egiten dut, ez ote dugun talde berezi bat egin behar da, gogoetak egiteko eta tresna berriak egiteko. Brissonek ere, Brisson, il a cité le mot ingénierie. Je crois qu'il faut faire ingénierie, erren nahi dut, muntatu behar direla gauzak. Lau ataletan, ea zer dio zuen, bat, komunikazio atalean, denetan inez komunikazioaren anizetan, baina komunikazio informazioa egiten da, uste dut, obititzen aldela. Zer gertatzen den, zer antzone ematen jogu. Gatu, Charles, laburtu beste norbatek egin nahi badu gero gabe. Bi, legearen aldetik, uste dut talde bat behar dela zaraletaren inguruan, hiru soziolinguistikaren aldetik motivazioa, eman dezan Ivan Vio eta Dudin eta bestali. Eta azkena, eta hori da importantena, ea zer dio zuen, zeren tabu bat da, pista bat abertu du Perutxarrik, erraiten da, gure ikasleek osondo iragaiten dutela basua. Eta ze eskuara dute, uste dut beharrezko dela gure ikasleen eskuara itertzia eta albada tresnak formakuntzan eta lan egitea. Eta hortarako ene galdera da, ea zer dio zuen, ea ezote den beharrezkoa Euskal Elkargoak edo EPEK edo tresna berri hoien laguntza berezi bat asmatzea. Eskerrik asko. Xipri, zuri emanen dizutitza. Mikrofonoa, non duzu, Xipri, mesedez, alba duzu labur-labur. Bat, eta aldaketa eskorazioa osatzeko, biziki guztia izan da bimenen. Horietaz gauzak aldatuko ditugula, behar da denbora gauzak aldatzeko. Lehen hori. Bigarrenik gara izan da, eskorentzela aski, eskolaren zart. Behar ditugula, eskolaren eremuak handitu. Eta lehenik behar gintuzke ditugunak ez tibitu. Eta ni irratiko bainaiz, hoiko egunean, azken urte hortan ikusten dut, gero eta gehiago frantzesa idela sartzen eskola irratietan, egun guziez bada eskola frantzesa guai, eta frangotan itzulpenik gabe. Ezin onartua da, frantzesa sartzia eskolaren eremuen. Hirugarren ekorik, hemen mintzatu gira eskolaz normal, baina orokorki ez da eskola fini, badira beste bizaitze horik importanta direnak, da prentsa idatzia eta irratiak eta telebistan. Horreke behar dut behit, hortaz ere behar dugu mintzatu, ezteko irratientzat, eskola ofiziala da, irratiek eta sartu duten puntutik. Egun guziez entzun dutelari jendek eskola ari irratietan, ikusi dutelarik teknika aldetik, Batxiberun, bestia Iruregin, bestia Baionan, idurik Mahibelian zirela ikusten zutela, eta horreko
Behar biologia eman eskolari zena egaten zuen. Bai, Xipri utziko dugu honetan, ja atzerapena dugu desentea eta galdera zehatzik hontan utziko dugu oso galdera zehatzen bat egin nahi badu batek egin dezala, baina hoxe galdera egiteko, bestela honetan utziko dugu. Beraz, orain pasatuko gara azken ondorioak eta agurra egitera.